Créé en 1863 à Genève, en Suisse, les comités internationaux de la Croix-Rouge œuvrent en faveur de l'humanitaire à travers le monde. L'organisation porte assistance notamment aux victimes des conflits et contribue à promouvoir le droit international humanitaire. Les finales de Super Coupe de basketball ont été remportées par le stade malien de Bamako en dames et messieurs. L'événement marque l'ouverture de la nouvelle saison de basketball au niveau national avec la reprise du championnat début mars. 19h30 sur votre chaîne de proximité. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a 160 ans. Cette organisation internationale créée à Genève en Suisse évolue dans l'humanitaire à travers le monde. Elle porte assistance aux victimes des conflits sans distinction. Aussi, elle contribue à promouvoir le droit international humanitaire. La mission du CICR reste la même partout où il intervient. Fatou Diaby. De la communication jaillit la lumière, dit-on. Eh bien, de la promenade est né ce comité international de la Croix-Rouge qui donne le bonheur à plusieurs personnes en détresse à travers le monde. C'est un homme d'affaires suisse qui s'appelait Henri Dunant, qui se promenait pour ses affaires dans le nord de l'Italie. Et il est arrivé le lendemain d'une grande bataille qui a eu lieu en 1859 dans la petite ville de Solferino. C'était une bataille très brutale, très meurtrière. Il y a eu près de 40 000 morts. Et lui est arrivé le lendemain sur le champ de bataille et s'est rendu compte que les blessés, c'était surtout des soldats qui combattaient, et personne ne s'occupait d'eux. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mobilisé la communauté autour de ce village, les personnes civiles, les femmes et les hommes qui étaient là-bas pour essayer de venir en aide à ces nombreux blessés. Après avoir vu ces morts et blessés laissés à leur sort, Henri Dunant a eu l'idée de mettre ses souvenirs pagaies sur papier afin que cela ne se reproduise plus jamais dans le monde. Il a écrit un livre qui s'appelle Un souvenir de Solferino, dans lequel il décrit son expérience et à la fin duquel il émet deux propositions. La première proposition, c'est que les États, les pays, se réunissent entre eux pour signer des traités pour qu'un minimum de règles soient respectées quand ils se font la guerre. Et c'est ça qui a donné naissance plus tard à ce qu'on appelle le droit des conflits armés ou le droit international militaire ou les conventions de Genève. C'est ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge est au chevet de l'humanité depuis plus d'un siècle et demi. Sa deuxième idée, c'était un peu de pouvoir répéter l'expérience que lui avait eue en mobilisant les communautés pour venir en aide aux blessés. C'est de dire dans chaque pays, on devrait créer ce qu'il a appelé une société nationale, pour venir en aide aux personnes dans le besoin, que ce soit catastrophe naturelle ou que ce soit conflit. Et c'est ça qui a donné naissance dans chaque pays, qu'on trouve aujourd'hui, 160 ans plus tard, à soit une Croix-Rouge, soit un Croissant-Rouge. La sécurité étant l'affaire de tous, c'est pourquoi la mission du CICR ne fait aucune distinction. Notre mandat est toujours le même, c'est de venir en aide, d'apporter protection et assistance aux victimes des conflits armés. Il y a des pays où on est présent où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit armé, mais on est présent aussi parfois pour venir en soutien aux autorités nationales, pour venir en aide. Le Mali est l'un des pays membres du CICR qui bénéficie de la permanence depuis plus de 30 ans. Nous sommes présents au Mali de façon permanente depuis 1991, même si on y menait déjà des activités depuis 1965. Le CICR à travers le monde compte plus de 97 millions de bénévoles qui sont prêts à aider leurs prochains dans le besoin. La langue n'est pas seulement un moyen de communication, elle est aussi un facteur d'union et d'identité d'une communauté par rapport aux autres, donc de développement, d'où l'importance de la langue maternelle. Au Mali, la langue maternelle la plus dominante reste le Bambara. Quels défis et opportunités pour le Mali en matière d'enseignement des langues nationales? Élément de réponse avec Mancha Traoré. Première matière apprise par l'enfant, la langue maternelle est d'abord et avant tout le facteur d'appartenance de ce dernier à la famille puis à la communauté. À ce titre, la langue maternelle marque l'identité profonde. Un enfant, quand il apprend dans sa langue maternelle, déjà c'est son droit, c'est facile pour lui, ça devient comme un jeu. Un enfant, par exemple, tu lui dis de compter dans sa langue maternelle de 0 à 1000, il peut le faire. Au Mali, en plus du français qui est la langue officielle, 13 langues sont reconnues comme langue nationale.
Le processus d'être reconnu comme langue nationale passe obligatoirement par plusieurs étapes. Parmi toutes ces langues-là, en fait, chaque langue représente une identité. Quand on touche à une langue, on a touché à une communauté. Compte tenu de la situation actuelle du pays, il est vraiment difficile de s'imaginer qu'on peut choisir une seule langue parmi une dizaine d'autres pour qu'elle soit la langue officielle. Pour perpétuer leur domination sur leurs colonies, les puissances coloniales ont imposé leur langue, notamment dans l'enseignement. Mais c'est surtout la volonté d'admettre cette domination linguistique qu'on a hissé consciemment ou inconsciemment la langue du colonisateur sur nos langues nationales. Pire, dans beaucoup de cas, on ne veut même plus transmettre sa langue maternelle à ses enfants. Ils nous ont imposé leur langue, leur culture, leur façon de penser, leur école, qui a commencé maintenant à brutaliser notre propre langue. C'est ça a amené un trouble de recherche de la personnalité réelle de l'individu. Le constat est que les enfants apprennent mieux et vite dans leur langue maternelle, ce qui permet également d'augmenter le taux de scolarisation. La langue maternelle est donc un bien précieux à entretenir pour faciliter l'apprentissage de nos valeurs traditionnelles. Objectif, ventre plat. C'est ce que désirent généralement les femmes. Voilà pourquoi elles sont nombreuses à utiliser les produits susceptibles d'atteindre cet objectif. Des produits qui peuvent souvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. On comprend alors que les utilisatrices courent des risques. Retrouvons Mancha Traoré. Sur le marché des gadgets utilisés par les femmes pour aplatir leur ventre, figurent ces bois de différentes formes. Des produits qui ont chacun un rôle spécifique sur les parties grasses du corps humain. Ce sont des outils en bois qui permettent de perdre la graisse du ventre, perdre la cellulite, les brûlés et tout. Et surtout la graisse du ventre. Il n'y a pas d'inconvénient, vous voyez que c'est juste du bois et on ne l'applique pas directement. Il y a un médicament, un produit qui est mis d'abord avant de pratiquer aux différentes séances. À côté de ces gadgets, existent d'autres produits appelés la gaine, le plus prisé sur le marché. Pour cette utilisatrice de cet autre produit, le port de certaines tenues est subordonné à celui de la gaine qui consiste à maintenir la forme. J'ai un gros ventre et lorsque j'utilise des gaines, ça donne de la forme à mon habillement. Je l'utilise depuis 2 mois. La tendance du moment a fait que le marché est inondé de ces produits, une abondance en dépit de laquelle on en trouve des femmes qui se démarquent de l'utilisation de ces produits. Personnellement, je ne suis pas utilisatrice de ces produits, mais j'en connais des femmes qui les utilisent. Je n'éprouve aucun besoin de les utiliser, vu que j'ai un ventre plat. Celles qui utilisent ces produits se plaignent généralement de la compression au niveau abdominal. Avoir un ventre plat à tout prix passe nécessairement par différents moyens. Des moyens souvent mal connus et non étudiés généralement par les femmes qui, au risque de mettre en danger leur santé, s'adonnent à l'utilisation de certains amincissants tout en minimisant les dangers. Tout simplement, ce n'est pas naturel. Quand bien même c'est naturel, ça peut présenter des inconvénients, mais qui peuvent s'avérer être des inconvénients mineurs par rapport à l'utilisation de ces gadgets, notamment les gaines élastiques qui agissent par compression. À côté des gaines, nous avons souvent des produits chimiques qui passent sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup de publicité sur ces produits chimiques. Il n'est pas du tout conseillé d'utiliser ces produits chimiques en l'absence d'avis médical. Selon le docteur, pour perdre du poids ou garder la ligne tout simplement, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée, pratiquer des exercices physiques de façon régulière au lieu de s'adonner à l'utilisation de ces produits pouvant engendrer un état inconfortable. Les reins sont des organes qui jouent un rôle d'épurateur et de régulateur, car assurant notamment la filtration du sang et la production de l'urine. Lorsqu'ils n'arrivent plus à jouer ce rôle, on parlera donc de l'insuffisance rénale. À ce stade de la maladie, l'alternative s'appelle la dialyse. Quelles sont donc les causes et les remèdes de l'insuffisance rénale? Élément de réponse dans ce reportage signé Bakari Kabadjakiti. L'organisme ne peut supporter quelques jours d'arrêt de l'activité rénale, activité qui consiste à éliminer les impuretés contenues dans les produits que nous consommons. La moindre défaillance de cet organe engendre ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. La fonction de cet appareil urinaire est multifonctionnelle. On distingue 2 types d'insuffisance rénale. Insuffisance rénale aiguë et insuffisance rénale chronique.
On parle d'insuffisance rénale aiguë. Si cette créate, on arrive à la normaliser avant 3 mois. Maintenant, si elle demeure élevée au-delà de 3 mois, alors on parle d'insuffisance rénale chronique. Les causes de la maladie sont multiples. Hypertension artérielle, le diabète, les maladies du système qu'on appelle les maladies auto-immunes, c'est-à-dire que les systèmes de défense qui sont censés nous protéger vont se révéler contre l'organisme même. Les maladies héréditaires sont généralement les grandes causes d'insuffisance rénale. Mais à côté de ça, il y a aussi l'anémie, il y a la déshydratation, il y a aussi les plaques d'athérome. On peut avoir aussi des sténoses qui sont des malformations de naissance. Les médicaments, généralement les anti-inflammatoires que nous utilisons beaucoup, certains médicaments utilisés dans le traitement de la tuberculose, dans le traitement du VIH, de l'hépatite B et aussi les infections. Le traitement des maladies rénales est bien possible, mais subordonné à une prise en charge précoce. En cas d'anémie, si vous corrigez, vous transfusez le malade, l'insuffisance rénale va régresser. Si la personne est déshydratée, vous lui apportez de l'eau, le réhydrater. Si c'est un problème de sténose, de malformation, on va dilater l'artère. Si c'est un problème de plaques d'athérome qui tapissent l'intérieur de l'artère, on va les enlever par la chirurgie. Si c'est des médicaments, on arrête les médicaments en cause. Si c'est des infections, on identifie le germe et on adapte l'antibiothérapie et ça va régresser. Si c'est un problème de lithiase, on enlève la lithiase, les tuyauteries seront débouchées. Si c'est un problème de cancer au niveau de la vessie, soit on enlève, soit on réimplante même la vessie. Toutefois, on peut s'attendre à des complications lorsque la prise en charge n'est pas immédiate. Une insuffisance rénale chronique, c'est une hypertension artérielle qui va survenir. Et la tension élevée, si on ne la maîtrise pas, c'est un rein encore plus malade. Les reins, ce n'est pas seulement éliminer les déchets, c'est aussi maintenir le taux de sang normal. Donc, on va injecter ce qu'on appelle l'érythropoïétine qui permet de maintenir le taux de sang à hauteur de souhait. On comprend alors que l'insuffisance rénale n'est pas une fatalité. Il suffit tout simplement de consulter un spécialiste à temps. La transition est trouvée pour faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus. 4 cas positifs, 3 guéris, 0 décès sur 222 tests réalisés à ce jour. 68 patients sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Autre grand titre de ce journal, le stade malien de Bamako en dames et messieurs remporte de la plus belle manière les finales de la Super Coupe de basketball, un événement organisé par la nouvelle équipe de la Fédération malienne de basketball qui a réussi son baptême de feu. Il marque l'ouverture de la nouvelle saison de basketball national avec la reprise du championnat national prévu en début mars. Hawa Kamisoko. Le coup d'envoi de la nouvelle saison de basketball a été donné ce dimanche avec les finales de la Super Coupe au Palais des Sports Salamatou Maïga. En dames, l'AS Police, championne en titre, était face au stade malien détentrice de la Coupe du Mali. Dans cette rencontre, dès le coup d'envoi, les Blancs de Bamako affichent leur ambition en s'imposant au premier quart-temps 24-11, avant d'aller à la pause 44-33. Au retour des vestiaires, les joueuses du technicien Souri Diakité portent le score à 62-45 au troisième acte. Dans les derniers cartons, sans forcer, la capitaine du stade malien, Aminata Tolo, co-meilleure marqueuse 25 points avec Djeneba Sangaré et leurs partenaires bouclent la partie avec 20 points d'écart, soit 76-56. C'est le début de la saison. On a compensé les entraînements il y a juste une semaine. Donc c'est pas facile. Toute l'équipe est lourde. Côté joueuse, on a perdu 3 joueuses comme ça. Cette année, c'est difficile, mais avec les efforts, on y arrivera, Inch'Allah. Je suis très contente. C'est le début de la saison. On a commencé les entraînements il y a à peine un mois. Ce n'était pas seulement pour la Super Coupe, mais c'est toute la saison. Donc on a commencé avec la Super Coupe. Je félicite mes joueuses et bravo à l'AS Police aussi qui a bien joué. C'était une très bonne partie. En deuxième heure, le stade malien de Bamako était face à l'AS Mandi. Cette rencontre a été amplement disputée entre le champion en titre, Stade malien, et le finaliste malheureux de la Coupe du Mali, AS Mandi. En atteste les scores du premier carton.
11-10 pour les Blancs de Bamako. Même scénario dans les 5 premières minutes du deuxième carton, 12-12 puis 14-14. Blessés dans leur orgueil, les Blancs de Bamako vont parler leur expérience en portant le score à 27-15 à la pause. Le Stade malien continue sur sa lancée troisième carton, 55-29. Pour terminer, les Blancs de Sotiba enchaînent au quatrième carton, 80-38. Bon, disons que beaucoup de choses ont marché. C'est ce qu'on devrait marquer contre eux. Vu qu'aujourd'hui, le Stade, c'est la meilleure équipe du Mali, c'est les champions en titre, voilà. Et puis, les enfants ont vraiment bien donné le maillot, mouillé le maillot. Mais ce qui n'a pas marché réellement, c'est nos tirs. Bon, je dis félicitations à mes joueurs et bravo à l'AS Malais aussi. Le championnat débutera le 3 mars. Vivement séjour avec les nouveaux patrons du basketball malien, Maître Jean-Claude Sidibé. 15e édition de la Coupe JICAM Japan Karaté Mali. C'était au stade municipal de Djolibougou en commune 1 du district de Bamako. Une compétition sportive de combat organisée par l'association malienne de Japan Karaté Mali entre les différents dozo pratiquant cette discipline. Moussa Diabaté. Le Shaolin Club du second cycle a fait vibrer les quartiers populaires de Douadobougou au rythme d'un événement sportif de Kung Fu, Taekwondo et de belles démonstrations et combats. L'événement est placé sous les signes du sport au cœur de l'union et des rassemblements. Cette cérémonie 4e édition, je le mets dans le contexte de la réconciliation et la paix sociale pour le pays. Créer un cadre de promotion des arts martiaux, en l'occurrence le Kung Fu, et véhiculer des messages éducatifs aux jeunes, tels sont les objectifs recherchés à travers cette rencontre sportive, un avis partagé par les chefs de quartier. Je suis très content, je suis très satisfait. Vu le spectacle, on peut dire que ça demande bon courage et du succès à leur avenir. C'est à la demande des acteurs que ce 4e anniversaire a été organisé avec comme but initial d'octroyer aux pratiquants de la discipline un espace d'expression de leur talent. Cette discipline, je trouve que d'abord c'est l'éducation pour le bon développement mental et physique. Les enfants que nous recevons dans nos différentes salles, nous les travaillons mentalement d'abord avant d'arriver à la physique. Ainsi, la cérémonie a été clôturée par la remise symbolique des attestations de reconnaissance aux différents partenaires. Des distinctions ont également été décernées aux différents coachs admis à la ceinture supérieure. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.